Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être ici. Je m'appelle Emmanuel Igouninck. Je suis architecte système chez Safran et je suis aussi enseignant vacataire à l'ENI de Tarbes où j'enseigne l'ingénierie système. Et je vais vous parler d'architecture système appliquée à l'industrie 4.0 en utilisant comme cas d'application une usine-école Ecosys Pro. Alors tout d'abord, c'est quoi l'industrie 4.0 ? Donc l'industrie 4.0, on fait référence en fait aux 4 révolutions industrielles. Donc la première révolution industrielle, c'est l'apparition de la machine à vapeur. Ensuite, la deuxième révolution, c'est l'arrivée de l'électricité et de la production de masse. Troisième révolution industrielle, eh bien, on a l'automatisation avec l'électronique et l'arrivée de l'informatique. Et pour finir, la quatrième révolution industrielle, eh bien, c'est l'Internet des objets. C'est une meilleure intégration en fait, du flux d'informations entre les machines, les utilisateurs et les produits. Donc je vais parler, donc quand on parle d'architecture système, il y a le mot système. Donc je vais vous proposer une définition de ce qu'est un système et ensuite de ce qu'est un système complexe. Donc là, c'est une définition qui est tirée d'une norme d'ingénierie système, qui dit qu'un système, c'est une combinaison d'éléments en interaction organisés pour atteindre un ou plusieurs objectifs définis dans un environnement donné. Donc ce qu'il faut retenir de cette définition, c'est qu'un système, c'est quelque chose qui est architecturé. Ensuite, un système, il est mis dans un environnement. Et si on prend un peu de recul par rapport à cette définition, combinaison d'éléments en interaction organisée, eh bien, en fait, ça peut s'appliquer à tout. Donc ça va être notre postulat de départ. Donc notre système, il est dans un environnement qui est lui-même composé de systèmes. C'est un réseau de systèmes. Et le troisième point, c'est le système répond à des besoins. Et je vais y revenir dans quelques instants. Donc maintenant, qu'est-ce qu'un système complexe ? Donc si on reprend le postulat que tout est système, eh bien en fait, il y a une catégorie de systèmes qu'on appelle les systèmes complexes. Donc ce sont des systèmes qui sont fortement non linéaires et ce sont des systèmes qui nécessitent d'être modélisés. C'est un système qu'on doit appréhender dans leur globalité. Et on va retrouver notamment comme propriété pour ces systèmes l'apparition de boucles de rétroaction, des notions de délai, des effets de seuil. Il y a aussi des propriétés émergentes, mais ça ferait l'objet d'une présentation à part entière. Le troisième point qu'il fallait retenir sur un système, c'est qu'un système répond à des besoins. Et je vais marquer justement l'importance de ces besoins. Donc là, pareil, 2 définitions. La première, c'est nécessité ou désir pour un besoin exprimé par un utilisateur. Ce type de définition, généralement, on n'aime pas trop travailler avec, puisque ça donne lieu à des besoins qui ne sont pas très bien formalisés. Donc on préfère la deuxième définition qui dit que, on parle d'exigence de partie prenante, c'est plutôt une aptitude, une capacité nécessaire à un utilisateur pour résoudre un problème. Et on va travailler avec ces besoins sous une forme structurée, où on va avoir le demandeur, la partie prenante. Ensuite, on a la capacité, ce que veut l'utilisateur ou ce qu'il va imposer à notre système. Après, on a la performance, ça va être un élément quantitatif, un élément mesurable qui va nous servir à déduire, à identifier les propriétés de notre système. Et ensuite, une notion de contexte, ça veut dire on va chercher à borner cette capacité et cette performance. J'aime bien utiliser une image quand je suis en cours ou que j'anime des formations où je compare l'ingénieur système en fait à un sculpteur. Et je n'ai aucun doute sur le fait que cet ingénieur système, donc ce sculpteur, va faire la plus belle statue. Mais avant de commencer son système, sa statue, il va d'abord faire un piédestal. Et le piédestal, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très joli, mais pourtant c'est une nécessité pour éviter que la statue se brise. Et le piédestal, ce sont nos besoins. Maintenant, comment passer du besoin au système ? Donc là, on a le besoin, c'est l'envie de voler, le système, un ULM. Et comment passer de ce besoin à ce système et d'avoir un système qui satisfait le besoin. Donc là, on note qu'il y a déjà une rétroaction, même dans les processus d'ingénierie système. Eh bien, c'est quoi l'ingénierie système ?
L'ingénierie système, en fait, c'est la mutualisation de deux approches. Tout d'abord, une approche dite systémique, où on va s'intéresser au système dans sa globalité, et une approche analytique, une approche par métier, dans laquelle on va retrouver toutes les sciences pour l'ingénieur. L'électronique, l'informatique, la mécanique. Donc la plus-value de l'ingénierie système, c'est cette vision globale. On parle d'approche collaborative et interdisciplinaire, basée sur la science et l'expérience. L'objectif de cette approche, c'est de permettre à des parties prenantes très différentes, des ingénieurs métiers, des chefs de projet, des ingénieurs transverses, de partager un même point de vue du système à faire. L'ingénierie système couvre tout le cycle de vie d'un système, c'est-à-dire de l'idée jusqu'à son recyclage. C'est une approche qui est fortement itérative. Donc ça, on va le voir au niveau des processus, où on itère régulièrement dessus. Et l'objectif final, c'est d'apporter une solution qui doit être optimisée à des besoins identifiés et une solution qui va être acceptée par l'environnement. Là, sur cette planche, on voit les différents processus d'ingénierie système, donc processus techniques. Donc sur la partie haute, en fait, on a la prescription du système. Donc on va identifier des besoins et à partir de ces besoins, on va identifier un certain nombre de propriétés sur notre système qu'on appelle des exigences. Et ces propriétés, en fait, ces exigences nous permettent de poser le problème. On part des besoins, on pose le problème. Et ensuite, sur la partie basse, on va résoudre notre problème au travers de deux processus de conception. Le premier, c'est un processus de conception fonctionnelle. Donc, c'est le premier levier dont dispose l'ingénieur pour résoudre le problème. Il va doter son système d'une capacité à faire quelque chose. Ce sont les fonctions du système. Et on va travailler sur l'interaction entre ces fonctions et l'interaction entre les fonctions et l'environnement. Ça va former ce qu'on appelle une architecture. Cette architecture fonctionnelle, on va la projeter sur une architecture concrète, physique, avec un ensemble de solutions. Et il peut y avoir, pour une même architecture fonctionnelle, plusieurs solutions concrètes, d'où la nécessité de les évaluer et les comparer. Les processus de vérification et de validation sont ventilés un peu sur tous ces processus. Donc comment on met en œuvre l'ingénierie système ? Chez Safran, en fait, ça fait maintenant depuis 14 ans qu'on utilise un cadrage d'architecture. Ce cadrage d'architecture, c'est une méthode qu'on appelle Sésame, qui est proposée par l'organisme Sésame avec ES à la fin. Et cette méthode, on l'a outillée avec un logiciel qui s'appelle XATIS, qui est développé chez Safran Engineering Services. Lorsqu'on met en œuvre l'ingénierie système au travers de l'architecture système, on va travailler des visions architecturales. On va chercher à répondre à 3 types de questions. La première vision, ça va être la vision opérationnelle où on va répondre à la question du pourquoi. C'est-à-dire, on va étudier notre système en boîte noire, en interaction avec son environnement, qui est lui-même constitué de systèmes. Et dans cet environnement, en fait, on va avoir un ensemble de besoins, à savoir des usages et des contraintes. Maintenant, pour répondre à ces usages et ces contraintes, l'ingénieur système dispose de 2 leviers. Donc le premier levier est porté par la vision fonctionnelle, où là on va chercher à répondre à la question du quoi, et on va représenter le système sous une forme abstraite, sous une forme fonctionnelle, où on va étudier les interactions entre les fonctions du système et les interactions avec l'environnement. Donc ça nous permet de répondre à l'usage. Et pour répondre au fonctionnel et aux contraintes, on a la dernière vision. Donc on va chercher à répondre à la question du comment, où là, ça va être une analyse concrète de notre système avec l'ensemble des solutions qui vont interagir entre elles, l'ensemble des composants qui vont interagir entre eux et qui vont interagir avec l'environnement. Donc pourquoi, quoi, comment, ce sont les 3 questions de l'architecture système qui permettent de proposer une solution qui répond à des besoins. Maintenant, comment on modélise ceci ? Comment on modélise un système ? En fait, un système va être constitué de une modélisation système va être constituée de 3 parties ou 3 sous-modèles.
Le premier modèle, ça va être un modèle opérationnel qui va chercher à modéliser nos besoins, où on va avoir notre système en boîte noire en interaction avec son environnement. Sur la partie en bas, on a la vision boîte blanche de notre système, où là, ça va être notre solution, la solution qu'on va chercher à réaliser, et la solution qui est censée couvrir nos besoins. Et pour pouvoir faire le lien entre les besoins et la solution, eh bien, on va créer un troisième modèle, qui est un modèle fonctionnel, qui va avoir pour objectif de poser notre problème à partir des besoins et d'initier la réponse pour faire le lien avec la solution. Voici le cadrage qu'on utilise. Alors ce cadrage, il a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'il tient déjà sur un slide. Et sur cette planche, en fait, vous allez retrouver l'ensemble des concepts, le minimum des concepts à connaître pour modéliser un système complexe. Donc on va avoir en haut l'environnement, on va retrouver nos trois visions, opérationnelle, fonctionnelle et organique. Sur chaque colonne, on a un ensemble de thématiques et la croisée entre une colonne et une vision nous donne un point de vue. Donc on appréhende la complexité par point de vue. Une autre propriété de ce cadrage, c'est que les points de vue sont cohérents les uns par rapport aux autres. Donc le cas d'application, donc c'est sur une usine école, donc le projet Ecosys Pro de l'ENI de Tarbes. Donc cette usine école, en fait, elle a 4 missions principales. Donc la première, c'est de permettre de faire de l'enseignement et de faire de la recherche et du développement, pardon. Ensuite, deuxième mission, c'est faire de l'enseignement. La troisième, c'est faire du transfert vers transfert de l'expertise vers des entreprises. Et la dernière, c'est de pouvoir servir pour faire des démonstrations. Voilà. Ça, ce sont les 4 missions de l'usine école. Maintenant, quels étaient les objectifs de mettre en place une démarche d'architecture système ? Eh bien, la première, c'est une démarche principalement humaine, c'est une démarche d'écoute. C'était de recueillir les besoins des différents enseignants-chercheurs, de comprendre les attentes de chacun, et ensuite de construire l'architecture de cette usine-école. Et le dernier objectif, eh bien, c'est un des objectifs qui est lié, qui est intrinsèque en fait à la démarche d'ingénierie système, c'est la minimisation des risques. Un des modèles qui est sorti de cette étude, c'est la vision boîte noire. C'est ce modèle opérationnel où là, en fait, on voit l'usine-école au centre, en boîte noire. Sur la gauche, on voit le chercheur, donc qui échange de l'information avec l'usine-école. Juste en bas du chercheur, on a la matière première qui rentre dans l'usine-école. Et cette matière première, en fait, elle va être transformée sous la forme de pièces. Donc il y a plusieurs types de pièces. Il y a des pièces brutes, des pièces parachevées, des pièces hybridées. Et au-dessus de ces pièces, on va avoir des volumes dans lesquels vont évoluer les différents robots de l'usine-école. Donc ça fait partie, c'est un environnement géométrique. Et en dessous, il y a ce qu'on appelle le patrimoine, dans lequel on va avoir l'ensemble des réseaux électriques et fluidiques qui sont nécessaires aux transformations d'énergie de l'usine-école. Là, je vous présente le processus mis en œuvre. Donc, c'est un processus qui est itératif, mais je vous présente une séquence. Donc, tout d'abord, on part d'une mission. Cette mission, on la décompose en services, donc des services attendus par les différents enseignants-chercheurs, comme par exemple produire une pièce par fabrication additive. Ensuite, on identifie les fonctions principales de l'usine-école pour pouvoir répondre à ce service. On décompose ces fonctions en fonctions plus élémentaires, donc il y a des démarches systématiques de décomposition de fonctions, et on va allouer ces sous-fonctions à différents éléments de solution. Donc un exemple de configuration technique de l'usine-école, qui vont répondre à différents services. Donc tout d'abord, par exemple, la fabrication additive. Donc on rentre de la matière première, on sort une pièce brute. Ensuite, on rentre dans une configuration de l'usine-école qui est le parachèvement.
on va sortir une pièce parachevée. Ensuite, on rentre dans une configuration qui va être la fonctionnalisation ou l'hybridation de ces pièces, et on va sortir une pièce hybridée. Je fais un focus sur la configuration technique de parachèvement. Donc sur la partie gauche, on a le chercheur. Sur la partie droite de ce bloc diagramme, on va avoir la pièce parachevée, la pièce qui est en train d'être parachevée. En dessous, on a l'espace occupé par le parachèvement. On va avoir notre robot. Au bout du robot, on a l'effecteur qui va permettre le parachèvement. Donc, il peut y avoir plusieurs types de parachèvement, plusieurs types d'effecteurs. On a un ensemble de capteurs qui vont faire des mesures, soit sur la position du robot, soit sur l'état de la pièce. Et tout ceci va rentrer dans le système d'information. Le PC de contrôle et le logiciel, tout ceci fait partie du système d'information. Pour finir, une vision un peu globale de l'architecture de l'usine-école, donc avec 3 postes de travail. Donc on a la machine de fabrication 3D, on a la machine de parachèvement et la machine d'hybridation, avec en sortie les différentes pièces dans un certain état. On a des échanges d'informations entre ces machines et le système et l'IT, le système d'information. Et on s'aperçoit que c'est bien le système d'information qui est central dans cette usine et qui échange avec les différents postes de travail. Les postes de travail, en fait, n'échangent pas d'informations autrement que par le système d'information. En conclusion, je vous ai fait une légère introduction en fait à l'ingénierie système, plutôt une sensibilisation et surtout à sa mise en œuvre. J'ai rapidement présenté un cas d'application, un exemple d'application sur l'architecture système pour une usine-école. Donc, dans l'intérêt de la démarche, il y avait l'écoute des besoins des parties prenantes. Donc ça, c'était la clé de créer du lien entre les différents enseignants-chercheurs. Le partage entre ces différentes parties prenantes du coup d'un même point de vue du système à faire, ça a facilité, et une minimisation des risques du projet. Maintenant, le reste à faire sur cette architecture de cette usine-école, ça va être la modélisation du système d'information, qui est un élément central dans cette usine donc 4.0, et de faire un rebouclage en fait sur les besoins afin de vérifier qu'il n'y ait pas eu d'oubli. Et pour aller plus loin, alors il se trouve que j'ai écrit un livre en ingénierie système. Alors je sais, c'est un placement de produit, mais je voulais parler aussi du logiciel Xatis. Donc, ce logiciel d'architecture système, développé chez Safran Engineering Service. Et pour vous informer, en fait, que nous mettons à disposition ce logiciel d'architecture gratuitement pour les écoles, les universités et les laboratoires, donc à des fins d'enseignement ou à des fins de recherche. Et si vous êtes intéressé, j'ai mis mon contact en bas du slide, ou n'hésitez pas à venir me voir. Voilà, si vous avez des questions.